Bonjour aux clairvoyants et adieu aux voyants. Alors, encore une fois et de manière tout à fait exceptionnelle, je vais parler de plus de 5 combats sur cette carte. Pour une raison simple, c'est que cette semaine, on n'a aucun UFC. Et puisque on ne retrouvera une carte de l'UFC qu'en octobre, il me semble judicieux de vous proposer davantage d'analyse de combat. Et je vais brièvement parler de l'UFC Fight Night 86. Globalement, j'ai 3 combats qui sont parfaitement ce que j'avais prédit. Entre Mitchell et Ige, qui n'est quand même vraiment pas loin de ce que j'ai pu prédire. Et sur lequel je trouve qu'il y a quand même matière à controverse. Puisque même si Mitchell était celui qui dominait au niveau des positions au sol, avancer des positions au sol, du contrôle au sol, Ige par contre, lui, il infligeait beaucoup plus de dégâts physiques, de dégâts directs et observables sur le visage de Mitchell, qui ressemblait à un steak. Ce qui fait que je trouve la décision un peu honteuse, que je l'aurais donnée à Ige, celle-ci. Et je suis d'autant plus surpris que on a vraiment une tendance générale sur ces dernières années de l'UFC et de Dana White de vraiment mettre la pression sur les combattants pour que ce soit plus spectaculaire, pour qu'il y ait plus de chaos, pour qu'il y ait plus de finition, plus de dégâts, plus d'échanges debout. Et pourtant là, voilà, il donne la décision à Mitchell qui n'a fait que contrôler son adversaire au sol, qui n'a pas infligé tant de dégâts que ça. Là où je pense vraiment ne pas être subjectif, c'est que moi Mitchell, je l'aime bien, il m'amuse, c'est un personnage, il est lunaire. Et il est plus platiste que lunaire. Mais c'est ça qui fait son charme, c'est que c'est pas l'énième communicant policé par l'UFC, comme on a avec beaucoup de combattants. Et je vais fermer la parenthèse avant de trop partir en vrille là-dessus. Ce qui nous amène au triste main event. Franchement, c'était un peu la pire chose qu'on pouvait se souhaiter en tant que spectateur, et que l'on pouvait souhaiter aux combattants, parce que c'est vraiment une victoire à la Pyrrhus, d'autant plus que Gamrot il semblait croire que c'était sa défense au corps contre les kicks qui avait causé cette blessure, alors que non. Et comme ce combat me déprime un peu, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc passons à la suite, passons maintenant à l'UFC Fight Night, la prochaine UFC Fight Night. Et donc je vais encore avoir l'impression d'être un juriste qui fait plus d'exceptions que de principes, si bien que l'exception devient le principe et le principe l'exception. Et sur ce, je vais commencer avant que vous ne fuyiez tous. Et donc, commençons avec Cutelaba contre Philippe Lins. Et là, la première remarque n'est pas très flatteuse pour les deux, mais on a des combattants qui sont pas très propres dans leur technique de striking. Chose qui est malheureusement fréquente chez les mi-lourds et les lourds. Dans ce combat, on a vraiment une différence, la seule notable, une différence d'âge, puisque on a d'un côté
Philippe Lins qui a 38 ans, hein, ce qui commence là tout doucement à être un peu un problème. Hein. Mais même si on est dans les catégories plus lourdes où on a des combattants qui ont une meilleure longévité en général, puisque il y a moins de vitesse dans ces catégories. Et que la vitesse, hein, c'est la première chose qui se dégrade avec l'âge. Et à l'inverse, écoutez là-bas, lui, il a 29 ans, ce qui est quand même jeune pour ces catégories-là. Physiquement, ils ont des différences très minimes, hein, avec Lins qui a 3 cm de taille de plus et qui a 7 cm d'allonge en plus. Mais dans ce combat, ce qui est vraiment marquant, c'est que les deux sont rigides du haut du corps. Hein. Ils ont plutôt, faut le dire, un mauvais mouvement de tête, d'épaule, les esquives, c'est vraiment pas ça. Et cette caractéristique combinée au style très agressif de côté là-bas permet une prédiction très simple qui sera arrêt au premier round. Par contre, le problème c'est qu'avec ces styles qui sont très peu efficaces défensivement et qui sont très agressifs, en plus en mi-lourd, la grande question c'est qui finira qui. Parce qu'on a d'un côté là-bas qui est beaucoup trop agressif, hein, qui vraiment a pour plus grand défaut de manquer de patience. Et ce qui fait qu'il se jette sur les coups de son adversaire parfois, hein. Ce qui est quand même en grande partie aussi dû à un jeu de jambes beaucoup trop linéaire. Et pour ne rien arranger, il ne monte pas tant que ça sa garde, il a tendance à la baisser assez facilement. Et il ne compense pas avec des feintes qui lui permettraient de rentrer en prenant moins de dégâts. Cependant, il compense tous ses défauts qui sont vraiment importants quand même par des caractéristiques physiques qui sont vraiment à son avantage. Il a un bon menton, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça hein, qu'il n'est pas très attentif aux coups qu'il prend. Il a une vitesse qui est quand même pas négligeable, et il est puissant. Mais malheureusement, c'est ça son arme principale. Hein. C'est ses caractéristiques physiques. Hein. Le reste, comme je le disais avant, ça laisse un peu à désirer. Et donc voilà, maintenant j'en viens à Philippe Lins. Lui, le problème, c'est qu'il a les mêmes défauts que t'es là-bas. Et son seul avantage hein, sur que t'es là-bas, c'est que lui est quand même un peu plus prudent. Il fait quand même un peu plus attention. Il se livre moins hein, et il prend moins de risques. Mais par contre, lui, il a un clair désavantage physique comparé à côté là-bas. Hein. Contre côté là-bas, il sera clairement en dessous, tant au niveau de la vitesse que de la puissance. Et ça, combiné au fait que il est quand même moins résistant aux coups, qu'il a quand même un moins bon menton, et que le niveau au sol et en amené au sol des deux combattants est vraiment assez similaire. Tout ça, ça me laisse présager que ce sera KO au premier round de côté là-bas. Alors là, il y a de grandes chances. Hein, là, franchement, je suis assez certain que ce sera ça. Ou alors KO par Philippe Lins aussi au premier round. Ou alors, par miracle, mais vraiment je dis par miracle, les deux se diront qu'ils ne veulent pas se prendre une finition et ils seront très prudents et ça ira à la décision, mais je serais très étonné. Et dans ce cas-là, je donnerais quand même que t'es là-bas victorieux.
Et si ça arrive, ce sera sûrement un combat très ennuyeux à regarder, hein, où il y aura peu d'action, mais c'est peu probable, hein. Je vois bien davantage KO premier round de côté là-bas. Maintenant, parlons du combat entre Alex Morono et Joaquin Buckley. Pour le coup, il y a une vraie différence qui va être importante, hein, dans les échanges debout. C'est que Buckley, il a une allonge de 193 cm, alors que celle de Morono est de 183 cm. Après, là, ce qui est par contre négligeable, c'est que Buckley fait 2 cm de haut de moins. Autre chiffre intéressant à noter, c'est que Buckley, il a 83% de KO à l'UFC, ce qui est énorme, hein. Mais il a aussi 75% de KO subis, ce qui est quand même assez élevé aussi. Et de l'autre côté, on a Morono qui lui a 67% de décision, et qui quand même en termes de défaites à l'UFC, il a 40% qui sont par KO. Et donc au regard de tout cela, hein, on peut espérer un KO dans ce combat. Par contre, espérons que on n'entende pas de nouveau les cris de dauphin de Buckley, ce qu'il nous avait fait là contre Fiallo, c'était assez terrible. C'est encore des cauchemars. Et là encore, on a deux combattants qui sont assez semblables, hein. Par contre, dans le style, où tous les deux, ils sont assez tendus, hein, du haut du corps, ce qui fait que leur boxe anglaise, elle est un peu lente, parfois ses coups assez larges. Mais pour le coup, on a deux combattants qui sont très responsables au niveau défensif, hein, qui gardent bien leur garde assez haute, qui sont quand même prudents, mais qui par cette tension un peu excessive du haut du corps sont un peu lents par rapport à d'autres combattants de la catégorie. Dans le cas de Buckley, cette espèce de lenteur, elle est encore accentuée par le fait qu'il est un peu trop sur ses appuis. Il lui donne un bon centre de gravité, mais qu'il le rend un peu lent dans son jeu de jambes. De manière globale, on peut dire, hein, qu'il a de bons fondamentaux, sans pour autant avoir une excellence technique dans un domaine ou l'autre. Et par exemple au sol, sa lutte, là on a vraiment la lutte purement américaine, où il fonce avec un double leg avec beaucoup de force, mais il a par contre du mal à contrôler son adversaire une fois qu'il l'a amené au sol, comme le ferait la lutte dagestanaise, qui elle sait très bien contrôler son adversaire une fois qu'il y a eu un single leg ou un double leg. Par contre, point très positif, hein, dans sa lutte, on l'a vu contre Fiallo, il est très réactif. C'est-à-dire que en réponse à un coup de son adversaire, il va pouvoir faire une amenée au sol à ce moment-là, pendant que l'autre envoie ce coup. Ce qui est vraiment une bonne chose, une très bonne chose. Et ce point-là me permet de faire la transition vers Morono, qui lui aussi, hein, au sol, a des soumissions très réactives. On l'a vu contre Tim Means, alors qu'il fait un coup retourné, hein, Morono. Tim Means essaye une amenée au sol, et à ce moment-là, juste après ce coup retourné, Morono place une guillotine très très vite, et on peut tout à fait imaginer que dans cette explosion de Buckley pour amener au sol sans toutefois bien contrôler la position de l'adversaire, Morono puisse placer une guillotine à l'inverse, debout. Morono, il a un peu un problème qui est identique à Buckley, c'est que lui aussi il est un peu rigide, hein, du haut du corps.
ce qui a pour conséquence que sa vitesse n'est pas excellente, que ses coups manquent de caractéristiques rectilignes, qui sont un peu larges, qui sont un peu amples, ce qui est un défaut dans l'anglaise. Et comme les deux sont vraiment très semblables debout, mais qu'il y a un gros avantage de force de frappe du côté de Buckley, j'aurais plus tendance à dire que si le combat reste debout, ce sera quand même plus Buckley qui risque de l'emporter. Donc voilà, la méthode de victoire qui me semble probable, c'est Buckley par KO au deuxième ou au troisième round. Et l'autre qui me semble tout à fait probable également, c'est une décision en faveur de Buckley. Après, il faut vraiment pas exclure dans ce combat où on a deux combattants très réactifs, c'est que sur une amenée au sol explosive de Buckley, Morono place sa guillotine et finisse Buckley de cette manière. Et voilà, là comme on a un combat qui est très équilibré, là j'avoue avoir du mal à donner une des méthodes plus qu'une autre. Autre combat de la carte principale, nous avons Bill Algeo contre Alexander Hernandez. Alors là on a quand même une petite différence entre les deux, c'est que Hernandez il fait 1m75 et Algeo fait 1m83. Après la longe, Algeo il a quelques centimètres d'allonge de plus. Il y a 4 cm de plus, mais voilà, c'est pas notable. De manière assez générale, Algeo il est calme et il réagit de façon intelligente aux tentatives de l'adversaire de faire progresser sa position, et il le fait en contrôlant la position des mains de celui-ci, et surtout grâce à ses underhooks ou ses overhooks qui lui permettent de joindre ses mains dans le dos de l'adversaire pour pouvoir effectuer des croche-pattes ou des Ushimata, car c'est un combattant qui a des amenées au sol qui sont typiquement empruntés au judo. Il sait très bien empêcher son adversaire de manipuler ses hanches ou ses genoux. Tout cela le rend capable de renverser une tentative de l'amener au sol, surtout dans le clinch et contre la cage. Inversement, debout, il garde toujours ses mains basses et lui permet de bien voir arriver les attaques de l'autre, mais qui l'expose au coup s'il n'est pas assez réactif, car il se repose sur ses mouvements de buste pour ne pas prendre de dégâts. Et justement, ces mouvements de buste ont tendance à être un peu trop marqués, ce qui crée le risque de prendre un high kick à ce moment-là. Par exemple, sur une feinte puis high kick de l'adversaire. On l'a vu dans pas mal de ses combats, il n'a pas de mal à passer de pied d'appui orthodoxe à gaucher, ce qui sera également un point positif contre Hernandez qui change beaucoup de pied d'appui également. Et venons-en justement à Alexander Hernandez. Lui, c'est véritablement tout l'inverse du rythme d'Algeo, qu'il est très actif, même trop, on peut même dire hyper actif, et ce qui le rend très brouillon. Car si dans le principe debout il a tendance à faire les choses bien, il les fait de façon
trop désordonnée et trop impulsive. Le problème le plus inquiétant avec ce rythme, c'est la dépense énergétique qui est beaucoup trop importante, ce qui a entraîné pour lui que toutes ces défaites par KO ou soumission le sont au deuxième round, car en caricaturant un peu les choses tout de même, Hernandez, si vous survivez au premier round contre lui, sans prendre trop de dégâts, vous avez gagné. Et donc voilà, j'insiste bien là-dessus, c'est rare, extrêmement rare, que le défaut principal d'un striker soit d'être trop mobile, mais lui il part vraiment dans tous les sens. Ses déplacements, ils sont si marqués, exagérés, tout en étant souvent trop fréquents, qu'il télégraphe ses attaques que l'adversaire peut donc voir venir de loin, ce qui permet à ce dernier de l'esquiver, de contrer facilement, d'autant plus, et d'autant plus susceptible au contre que Hernandez, pendant qu'il attaque, il a du mal à esquiver, à parer ou à ramener ses mains devant son menton. Et tout cela me mène à penser que la grande question de ce combat, c'est est-ce que Algeo survivra au premier round? Le point qui aurait tendance à mener à répondre par la négative à cela, c'est la garde avec main basse d'Algeo. Mais il est par contre capable de ralentir le combat dans le clinch, d'amener au sol avec ses techniques de judo si il est endommagé. Le deuxième point qui lui est par contre très positif en faveur d'Algeo, c'est que il est prudent et qu'il conserve bien son énergie. Il ne rentre pas dans la distance à laquelle il échange avec son adversaire n'importe comment. Il a tendance à faire attention à rentrer dans cette distance au bon moment. Et puisqu'il ne multiplie pas inutilement les déplacements dans tous les sens, il conserve bien son énergie tout le long du combat. En conclusion, c'est un combat où soit Hernandez gagne par KO au premier round, soit Algeo le finira au deuxième ou au troisième, probablement plus par soumission. Mais si par miracle Hernandez a réussi à corriger son défaut qui consiste à brûler son énergie n'importe comment en étant totalement hyperactif, là par contre le résultat sera sans doute plus en faveur de Hernandez. Mais comme c'est très peu probable, les deux premières propositions semblent les plus logiques. Passons dorénavant au combat opposant Drew Dober à Ricky Glenn. Alors la principale différence entre les deux, c'est une différence de taille, puisque Dober fait 1m73 et Glenn 1m83. Et ils n'ont qu'1 centimètre d'allonge de différence, ce qui est vraiment négligeable. Je vais débuter avec Drew Dober, parce qu'il a un style que l'on peut vraiment qualifier de basique. Ça n'a pas un sens péjoratif. Il a des ressemblances avec Strickland, au sens où il a de bons fondamentaux. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas l'anglaise de Strickland, car il a le haut du corps qui est trop tendu quand il envoie ses points, ce qui le rend exposé au contre, surtout qu'il n'utilise pas trop ses épaules pour parer les coups en cas de contre pendant qu'il attaque. C'est voilà
le cas classique du combattant qui n'a du génie nulle part, mais qui est moyen partout. Après, tout le monde le connaît grâce à la dureté de son menton. Malheureusement pour lui, à l'UFC, ça ne suffit pas. Et autant debout qu'au sol, dès qu'il se retrouve un spécialiste, soit de l'un ou de l'autre, il finit immanquablement par perdre. Donc dans son cas, vraiment pour savoir s'il va l'emporter, il faut surtout réussir à déterminer si son adversaire est un spécialiste dans un domaine du MMA. Ainsi, il est nécessaire d'évaluer le niveau de Ricky Glenn pour déterminer qui l'emportera. Et là, vraiment, quand on regarde, on observe Ricky Glenn, on se rend compte que c'est un peu le même profil que Dober, mais encore plus rigide debout, ce qui le rend vraiment très lent. Cette immobilité du haut du corps l'expose à des contres. Le combat qui illustre le plus cela, c'est contre Christos Giagos, où pendant que Ricky Glenn envoie sa combinaison, il se prend un crochet de Giagos qui l'éteint. Et l'énorme problème, c'est qu'il se le prend non pas parce que Giagos il a mis en place tout un plan. Non, c'est parce que simplement il le prend de vitesse, tout en se protégeant mal face au coup de l'adversaire, à cause de sa lenteur. Après, là encore, au sol, pour les amener au sol, les défenses d'amener au sol, ils sont vraiment, encore une fois, très proches en niveau. Et le combat ne se jouera pas là-dessus. Non, le combat, il va vraiment se jouer debout. Et puisque Dober est clairement plus rapide et tout de même aussi un peu plus responsable défensivement, là, la méthode de victoire, ça me semble vraiment être KO de Dober au premier ou au deuxième round. Et si Ricky Glenn survit, le combat finira par une décision en faveur de Dober. Et nous voilà maintenant au co-main event, opposant Al Hassan à Pfeiffer. Bien que ce ne soit pas des combattants très haut classés dans leur catégorie, c'est un combat qui quand même promet d'être agréable à regarder parce que ils ont tous les deux un taux de KO qui est de 100% dans leur victoire à l'UFC. Et on peut donc s'attendre à un KO dans ce combat, on est presque sûr, à moins que justement chance-là, les deux soient craintifs de se prendre justement un KO. Il faut quand même cependant noter que Pfeiffer, il n'a que 2 combats à l'UFC, ce qui rend son analyse assez complexe. Tout en prenant en compte son âge, 27 ans étant jeune pour un combattant. Ensuite, second problème avec Pfeiffer, c'est que il semble que les seules fois où il est placé des soumissions, c'était au Fury Pro Grappling. Et je n'arrive pas à voir et accéder à ce contenu. Et comme en face, Abdul Al-Hassan, lui, n'a aucune victoire par soumission. Et en plus, a peu tendance à essayer de progresser en grappling. Je vais omettre pour ce combat le volet grappling. Tout cela étant dit, commençons par les données quantifiables. Donc en premier lieu,
Pfeiffer, il fait 1m88 pour une allonge de 191 cm. Et Al-Hassan, il fait 1m78 pour 185 cm d'allonge. Donc là, il y a quand même une différence importante entre les deux au niveau physique. Autre point qui quand même risque d'avoir son importance dans ce combat-là, c'est que Al-Hassan, il a 38 ans quand même, qui commence à être le début de la fin hein, pour un combattant en général. Passer les 38 ans. Et maintenant, passons à leur style respectif. Alors Pfeiffer, c'est un striker qui a pour quand même qualité d'être patient. Il ne lance pas des coups au hasard ou sans arrêt. Il a des appuis qui sont quand même très inspirés du karaté, hein, c'est-à-dire jambes plus écartées que la plupart des disciplines de striking, et en étant léger sur ses appuis, en sautillant. Et il a une mobilité importante, mais voilà, le danger avec ce style-là, c'est que ça entraîne souvent une dépense d'énergie qui est conséquente, hein. Et en plus, ça demande d'avoir un bon timing, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à la distance d'allonge de son adversaire au bon moment et en sortir aussi au bon moment. Le principal défaut hein, de son anglaise, c'est d'utiliser trop de overhand et de crochet, je dirais, et d'avoir un jab qui manque un peu de caractère rectiligne. Il n'a pas une garde spécialement hermétique, mais il ne descend pas trop bas ses poings. Il a un mouvement du haut du buste qui est plutôt correct pour esquiver. Mais au vu de sa jeunesse, hein, on peut s'attendre à ce qu'il ait fait des ajustements, qu'il se soit amélioré dans pas mal de domaines. Et ce facteur, hein, il rend ce combat complexe à pronostiquer. Cependant, de son côté, Al-Hassan, il a un jeu de jambes plus conventionnel, c'est-à-dire avec les pieds davantage rapprochés, mais lui a tendance à être un peu immobile, à se planter un peu trop au niveau des appuis, et tout particulièrement dans des échanges de coups avec l'adversaire, mais sans doute aussi pour maximiser ses chances de mettre son adversaire KO. C'est-à-dire que voilà, plus vous êtes planté sur vos appuis, plus vous serez puissant. Mais le problème hein, de cette immobilité, c'est qu'elle le rend vulnérable aux attaques, aux contres de l'adversaire. Elle crée des difficultés à esquiver hein, chez lui. Et elle a aussi pour autre défaut, hein, cette immobilité du jeu de jambes, de le rendre assez mauvais dans la défense contre les low kicks. On l'a pu le voir contre Ribeiro. Hein. Par contre, une qualité qu'il a, c'est qu'il a un bon changement de niveau quand même, qui est bien réactif. Mais le problème, c'est que malgré ce bon changement de niveau, il ne concrétise pas ce changement de niveau. C'est-à-dire, il tente un début d'amener au sol, mais ensuite, il a tendance à ne pas faire avancer cette position, ou alors à ne pas savoir comment la faire avancer. Après, enfin, on peut quand même noter qu'il a des kicks qui sont assez rares, mais opportunistes. Hein, il a tendance à les utiliser quand il faut. Surtout, hein, ça on l'a vu contre Chirico, où il le met KO sur un high kick. Mais ça, on peut quand même supposer que contre Pfeiffer, ce sera compliqué,
vu que celui-ci fait 10 cm de plus que Al-Hassan. Et vraiment, tous ces éléments, ils laissent supposer que comme méthode de victoire la plus probable, ce sera Pfeiffer qui, grâce à sa patience et sa prudence, debout, restera toujours à bonne distance d'Al-Hassan, qu'il ne se laissera pas enfermer contre la cage, car il est plus mobile que son adversaire. Et comme leur anglaise étant identique, celui qui à la fois est plus grand, a une meilleure allonge et a un meilleur jeu de jambes, il va être très avantagé. Et je donne donc KO au deuxième round ou au troisième de Pfeiffer. Cependant, la deuxième hypothèse très probable, c'est que les deux vont craindre le coup justement de l'adversaire, vont craindre de prendre trop de dégâts et de finir KO. Ils vont être timorés, ils vont ne pas oser se livrer debout, et on finira avec une décision, mais qui je pense sera aussi en faveur de Pfeiffer. Enfin, la dernière et la moins probable des hypothèses, ce serait que par manque d'expérience, Pfeiffer ne fasse pas attention et se laisse acculer à la cage, perdant ainsi son avantage d'allonge, et qu'alors Al-Hassan le mettra KO au premier ou au deuxième round. Mais vu la tendance de Al-Hassan à baisser sa garde, à ne plus trop faire attention à sa défense pendant qu'il est dans une combinaison de coups, franchement ça semble infime cette possibilité quand on la combine à son manque de mobilité. Et là nous sommes à la partie que la plupart attendent et qui sera probablement la seule que les casuals vont regarder, puisqu'ils connaissent tout de même souvent Tony Ferguson, et Bobby Green ayant affronté Tony Ferguson de facto, ils le connaissent un peu. Ne les faisons pas attendre et commençons tout de suite par la partie physique des deux combattants. Ce sera court, ils font la même taille, et Dawson a 3 cm d'allonge de plus. Non, là par contre c'est vraiment une récurrence sur cette carte, c'est qu'encore une fois on a vraiment la jeune génération montante contre le vétéran, car Bobby Green il a tout de même 37 ans. Et là où son âge va vraiment rentrer en ligne de compte, c'est que là c'est un combattant qui compte énormément sur ses réflexes pour ne pas prendre de coups durs. Et c'est un problème, puisque les réflexes et la vitesse de réaction, ce sont les premières choses qui partent avec l'âge. La force étant ce qui part en dernier. Et là où cette remarque est extrêmement importante, c'est que Bobby Green, il garde ses mains très basses, ce qui fait qu'il est totalement tributaire de sa vivacité, de sa réactivité, qui, si elle s'émousse, le laisseront totalement sans défense. Et ce constat, il est aggravé par la très grande tendance de Green à s'immobiliser lorsque l'adversaire envoie une attaque. Heureusement, jusqu'à maintenant, il a de très bons réflexes, une bonne esquive. Mais en plus de tout cela, il n'est pas si mobile sur ses appuis. Heureusement pour lui, sa filichelle est très utile pour un combattant qui est comme ça peu mobile. À noter ensuite que pendant ses esquives, il a parfois tendance à baisser un peu trop la tête, un peu trop exagérément, ce qui l'expose au risque de prendre un high kick à ce moment-là. Mais sa plus grande lacune, et de très loin, c'est clairement au sol.
Et pourtant, sa défense contre les amener au sol, elle n'est pas mauvaise. Non, son gros problème au sol, c'est qu'il a des difficultés à empêcher son adversaire de progresser. Et surtout, une fois que son adversaire a pris une position avantageuse, il a beaucoup de mal à se dégager, à renverser la position en pontant et ainsi s'échapper d'une situation où son adversaire est en top position sur lui, en position montée pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Mais donc après, en dehors de cette difficulté à empêcher les bons grimpeurs d'avancer, de prendre des positions dominantes, Bobby Green, l'autre défaut vraiment criant qu'il a, c'est que il a des choix qui sont contestables. Hein, des fois, il fait des choses assez surprenantes. Il avance sans garde, il provoque son adversaire, il se croit soudainement au kung-fu. Bref, c'est vraiment pas le combattant le plus constant hein, dans ses performances. Ce qui rend ses combats quand même complexes à prédire. Mais c'est pour cela que je ne vais pas m'éterniser davantage sur lui. Et je vais plutôt voir son adversaire. Et donc, Grant Dawson. Lui, il a donc en sa faveur son âge, puisqu'il a 22 ans, et 3 cm d'allonge de plus que Green. Contrairement à Green, lui, il est quand même très mobile. Contre Diaz, il avait montré un bon ground and pound, si bon qu'il est capable de l'utiliser comme moyen de sortir, de contourner la garde en jiu-jitsu de son adversaire et de progresser dans ses positions au sol jusqu'à passer dans son dos. Et dès qu'il arrive à passer dans son dos, il crochette immédiatement avec ses jambes les hanches de Diaz afin de pouvoir le contrôler au maximum et le finir. Il a une patience et une intelligence au sol qui devrait inquiéter Green, surtout au vu de ses amenées au sol qui sont polyvalentes. C'est-à-dire que autant il est très capable de faire des amenées au sol au style lutte américaine avec des double legs ou même avec des jetés par-dessus l'épaule, ce qui montre hein, qu'il a la force physique requise hein, pour s'imposer au sol. Et en même temps, il sait très bien utiliser des croche-pieds, des jetés, des lancers inspirés du judo, inspirés des Ushimata ou des Osotogari, avec une modification qui est due au fait qu'il n'y a pas de gi en MMA, qui consiste à ceinturer l'adversaire avant de faire cette amenée au sol. Et l'énorme avantage de ce style-là, c'est qu'il lui permet de conserver davantage son énergie et de ne pas brûler tout son cardio. Mais c'est pas tout. C'est que en plus de toutes ces qualités dans son sol, c'est que dès qu'il tente une amenée au sol et qu'elle échoue, il ne laisse jamais son adversaire repartir sans tenter de s'accrocher à ses genoux, à ses hanches, ce qui est un autre signe hein, de ses talents de lutteur, car vraiment ce qui a fait la grande force d'un grappleur comme Khabib, c'est que justement, même s'il échouait dans son takedown, il ne laissait pas repartir comme cela son adversaire. Non, il pesait sur son adversaire, il l'accrochait, il le gênait. Et même si je ne suis pas du tout convaincu que Dawson est exactement le même niveau que Khabib, hein, je pense qu'il en est quand même loin, il est quand même très bon là-dedans. Hein. Et là encore, à l'instar de Khabib, debout, il n'est pas perdu.
debout, il est tout à fait capable de s'imposer. Même si, encore une fois, là, debout, il est quand même en dessous de ce qu'il est capable de faire au sol. Et debout, il est loin d'être mauvais techniquement, puisqu'il sait très bien se déplacer, il est mobile, il varie très bien ses coups, autant en kick qu'en anglaise. Il a aussi une garde qui maintient, il ne baisse pas trop ses mains. En somme, il est très bon techniquement debout, mais le gros problème, c'est qu'il manque de vitesse debout. Là, c'est purement physique, hein, c'est que il est assez lent dans ses attaques, dans ses esquives. Ainsi, l'ensemble de ces éléments, il me mène à penser que la méthode de victoire vraiment là, qui semble quand même assez claire, Dawson par soumission au deuxième ou au troisième round, car justement lui est très bon pour ne pas laisser s'échapper son adversaire une fois qu'il a réussi son amener au sol, et parce que de l'autre côté, Green, il est assez mauvais quand même quand il s'agit d'empêcher son adversaire de progresser vers une position plus avantageuse pour ce dernier. Mais l'énorme problème là-dedans, c'est le chaos et le grain de folie hein, de Green qui risque de chambouler tout ça, de créer de l'incertitude, surtout couplé avec une meilleure vitesse de bras, avec une puissance sans doute un peu plus élevée que Dawson. Et honnêtement, si Dawson fait l'erreur de vouloir mener ce combat debout, il risque vraiment de se faire finir au premier ou au deuxième round. Et là, pour une fois, je ne vois vraiment pas ce combat aller à la décision. Car au sol, Dawson, il est clairement supérieur à Green. Hein, et inversement, debout, Green, il est beaucoup plus dangereux que Dawson. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Surtout, ne perdez pas le goût de la justesse des prévisions et bonne carte.